Bonjour à toutes et à tous, un salut chaleureux au public qui nous accompagne, bonjour, et à la bande que je suis heureux de retrouver. Nathalie Lesage, journaliste avec ton regard toujours curieux et pertinent sur l'art. Lauriane Mélière, tu nous expliques et tu explores les grands enjeux de l'art contemporain, les enjeux politiques, sociaux qui peuvent se cacher derrière une œuvre, derrière une sculpture, derrière une installation. Margot Bétou, la mémoire vive est tellement plus que ça de cette émission. J'adore quand tu dis ça. Et bien sûr, au piano, Charlie Voudou, le pianiste star du cabaret Madame Arthur. Salut Charlie. Hello. Avant d'accueillir Abdelmalik, on va démarrer par le mot du jour. Ton mot, Nathalie? Mon mot, c'est satosphérique. C'est le niveau au-delà de stratosphérique. Au-delà de stratosphérique. Ouais. Lauriane? J'ai cru que ta langue avait fourché. Mon mot à moi, c'est underground. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit underground au Québec? Souterrain? Sous-sol? Tout simplement, Non, le sous-sol. Un souterrain, oui. Oui, Un le sous-sol. souterrain. Un sous-sol. En fait, ça Underground. dépend dans quel sens. On va visiter les sous-sols de sous-sols. Paris. Très bien. Et Margot? Moi, c'est liberté. C'est un mot qui marche pour nos deux invités, vous allez voir. Ça, c'est absolument certain, et particulièrement pour Fursi, né libre. Et de ton côté, Charlie? Moi, je veux rendre hommage à mon casque audio qui me permet d'écouter de la musique partout où je vais avec tous ces petits diamants parce que find the light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're all like diamonds in the sky. Bravo Charlie. Notre premier invité, il est rappeur, musicien, poète, écrivain, metteur en scène, désormais réalisateur. Il raconte dans un film puissant, Fursi, né libre, l'histoire vraie d'un homme né sur l'île de la Réunion au 19e siècle, fait esclave et son combat pour la liberté. Abdelmalik est dans la Grande Galerie francophone. Salut et bienvenue. Merci Abdelmalik d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente le public et toute la bande. Fursi, né libre, c'est un film formidable qui nous a bouleversés. La musique qui en est inspirée également. On va en parler, mais on va démarrer avec la première question. C'est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? En fait, j'essaye de faire en sorte que ma vie soit une œuvre d'art. En fait, l'idée, c'est comment poétiser mon existence, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, poétiser son existence? Ça veut dire toujours tendre vers le beau. Toujours essayer d'être dans cette dynamique-là. Comme disaient les anciens, parlaient du souverain bien. Oui. Et pour moi, il y a une connexion avec le beau, c'est-à-dire comment on sourit aux gens, comment on se comporte bien, comment on essaye toujours de travailler à ce qui rassemble et non point à ce qui sépare. Et voilà comment on rend sa vie belle d'une certaine manière. Et même dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et même quand on s'attaque à des questions aussi violentes comme vous le faites et comme vous l'avez fait? Surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est essentiel, plus Oui. que jamais. L'idée, c'est toujours de chercher, évidemment, tout le monde. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde peut constater l'obscurité. Et on peut constater l'obscurité avec plus ou moins de complexité. Mais ce qui pour moi fait sens, c'est d'allumer une bougie. Et ça, c'est singulier. On demande à nos invités de nous décrire leur musée imaginaire. Votre musée imaginaire, il commence à Paris, dans un lieu absolument magique, avec un homme qui justement a créé de la beauté et qui a illuminé, comme, alors plus qu'avec une bougie, quasiment comme un incendie, un monde qui s'était effondré pendant la Première Guerre mondiale. C'est Claude Monet, les Nymphéas. Pourquoi ce tableau-là, ce tableau monumental, ce tableau circulaire? C'est parce que pour moi, l'art, les tableaux, ce sont des supports de méditation pour moi. C'est-à-dire, finalement, on regarde à l'extérieur de nous et ça nous amène profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est assez remarquable dans ce sens-là. Et donc voilà, donc j'y vais, je vais avec mes enfants et puis on s'assoit et puis on regarde.
et puis on est ému, et puis ouais, il y a quelque chose qui aide d'une certaine manière à une forme d'introspection. Et à trouver la paix? Et à trouver la paix, bien sûr. C'est le rôle, de mon point de vue, de ce genre de tableau, d'art. Un autre artiste dans votre musée imaginaire, on continue la visite guidée, c'est un artiste américain, Kerry James Marshall, qui, lui, est né en Alabama, Ouais. terre de ségrégation, terre de racisme, et il y a l'un des tableaux très puissant, le tableau d'un homme noir. Pourquoi? Lui, il a beaucoup travaillé pour que les Noirs aient plus de visibilité dans l'art. Ouais. Ben, c'est fondamental parce que l'art permet de travailler nos imaginaires. Et en fait, exclure une partie j'ai envie de dire, de l'humanité, l'exclure de l'art, c'est l'exclure de notre imaginaire collectif et finalement de cette idée d'humanisation. Et exclure, c'est ce qui permet de déshumaniser également. Donc on a des figures comme Kerry James Marshall, précisément, qui ont compris cet enjeu-là, surtout Ouais. dans le monde dans lequel on vit. On vit, c'est Régis Debray qui disait on est dans le monde de la vidéosphère. En contradiction au fait qu'avant on était dans le monde de la graphosphère et maintenant c'était la vidéosphère, c'est-à-dire c'est l'image, ce Oui. qu'on voit. C'est ça qui détermine finalement notre place au monde. Et donc, quelqu'un comme Kerry James, il permet tout d'un coup de dire j'existe, je suis là aussi, nous sommes là ce aussi. tableau-là, ce portrait-là est extrêmement puissant. De manière incroyable. Et parce qu'en même temps, ça touche le stéréotype, ça le transcende, ça nous amène, en fait, c'est un coup de poing d'une certaine manière. Je dirais même que c'est important, enfin, je rejoins ce que vous dites, mais de montrer aussi des artistes qui vont montrer les corps noirs de façon positive et de façon joyeuse. C'est une forme aussi de rébellion. On a souvent tendance dans les médias à montrer des artistes issus de la communauté diasporique qui montrent des corps noirs suppliciés. Et en fait, ça aussi, ça façonne nos imaginaires et c'est important de montrer aussi la joie qu'il peut y avoir dans ces cultures-là. Complètement, complètement. Todd Ido, on continue la visite guidée. Alors lui, c'est surprenant. Il est aussi dans votre musée imaginaire. C'est aussi un artiste américain, photographe. Photographe. Il prend des photos de lieux souvent vides, enneigés, abandonnés. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette maison, et pourquoi est-ce qu'elle vous inspire? Il y a l'idée du fantasme, en fait. C'est-à-dire une maison vide, des lumières, tout de suite on s'imagine. On s'imagine à l'intérieur, on s'imagine une vie. Et ce qui est fabuleux avec Todd Ido, précisément, c'est ça fait partie d'une série justement sur des maisons vides. Oui. Et finalement, ça laisse la place à l'imagination et au fantasme d'une certaine manière. Et puis, il y a quelque chose aussi de très, très mélancolique et de très cinématographique. Moi, ça m'inspire énormément aussi pour mon travail, celui que je fais sur le cinéma. Et alors, il y a un tableau qui vous parle particulièrement et qui nous parle depuis qu'on l'a découvert grâce à vous. C'est un tableau qui date du milieu du 19e siècle. Il s'intitule « Le jeune noir à l'épée » et il est signé par un peintre français. Pierre Puvis de Chavannes. Ouais. Et ce tableau, il vous a inspiré un spectacle au musée d'Orsay, il vous a inspiré un livre-disque. J'aimerais que vous nous racontiez ce que vous voyez dans ce tableau particulièrement étrange. Ouais. D'abord, ce qui a été dit tout à l'heure sur les corps noirs. Ce que disait Lauriane. Ouais, véritablement, parce que j'ai fait tout un travail autour des corps noirs en partant de ce tableau. Il y a cette idée, on a un corps comme ça qui est apparemment un corps d'adulte. Oui, parce que c'est un gamin, mais non, mais il y a une tête d'enfant. Ouais. Et symboliquement, on a le bleu, noir, rouge, comme une variation du bleu, blanc, rouge. Ouais. Et on a un noir qui tient une épée. Et ça, c'est symbole de liberté, de combat et de liberté. Et derrière, ça brûle. On voit... Et moi, quand j'ai vu ça, ça a été un choc. Parce que d'une certaine manière, ce que je voulais raconter était là. L'arrière-fond, il y a un incendie, effectivement. Ouais, il y a un incendie. Et pour moi, il y avait cette idée à la fois du combat et cette idée de s'assumer pleinement comme on est. Mais il y a aussi une certaine idée d'innocence avec ce visage un peu poupon. Et pour moi, tout ça, c'était d'une certaine manière, je me voyais... Et la violence. Et la violence. Ben, la violence, d'une certaine manière, c'est... Mais la violence, elle semble loin de l'Abdelmalik qu'on connaît. Parce que Abdelmalik est profondément un homme de paix et de non-violence. Mais non-violence ne signifie pas ne pas être dans un combat. Oui. Et le premier combat qu'on livre, finalement, et j'ai envie de dire le plus violent, c'est face à nous-mêmes. Puisqu'on parlait tout à l'heure
de poétiser, quand je parle de poétiser mon existence et de faire en sorte de travailler vers le beau, mais c'est un combat, c'est pas quelque chose qui nous vient comme ça. C'est chaque matin, on doit recommencer. Chaque matin, on doit se dire, c'est Prévert qui disait, il faudrait être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Il y a quelque chose comme ça où on n'est pas seul au monde. Il y a nous et puis il y a les autres. Et c'est tellement facile finalement la posture, voire l'imposture de la haine. Parce que finalement, on est un peu fainéant. On se laisse aller et puis on est on peut dans cette vraiment faire la révolution sans violence. C'est une vraie question que je pose. Moi, personnellement, je pense véritablement qu'on peut faire la révolution sans violence, mais pas sans combat. Et c'est Fursi né libre, Ouais. mais c'est quelqu'un qui se bat par le droit. Alors qu'il y a des scènes extrêmement violentes dans le film, lui se bat défendu par le droit qu'il a d'être libre. Complètement. Il y a cette idée où il se dit... En fait, il ne remet pas en cause la société esclavagiste au premier abord. Il dit très bien, la société, elle est telle qu'elle est, mais moi, je suis libre, je suis un homme libre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Et c'est Parce là, que sa mère avait été affranchie. parce que sa mère avait été affranchie, parce qu'il a trouvé, lui, avait appris à lire et à écrire en cachette, puisqu'effectivement... C'était interdit aux C'était esclaves. interdit aux esclaves. Et quand sa mère meurt, il découvre dans ses affaires un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Et si elle était libre, lui est libre. Lui était libre. Donc il prend cet acte d'affranchissement, il va au tribunal et il porte plainte contre son maître. Et c'est cette histoire finalement donc ces fameux 30 ans de combat, et c'est cette histoire qu'on raconte. Mais encore une fois, s'il n'avait pas su lire et écrire, il aurait pu choisir d'être marron, il aurait pu choisir la violence. Mais il se dit, voilà, il y a le droit. Et il veut avoir gain de cause. Il y a le droit. Ouais. On va continuer à parler des très nombreuses questions que vous soulevez à travers votre pratique artistique. Mais d'abord, comme chaque semaine, c'est la claque de la semaine. Et on commence avec ta claque à toi, Nathalie. Ma claque, on reste dans des émotions fortes, mais de différents registres. Je nous amène à Montréal, à la Société des arts technologiques, qui est un lab expérientiel autour de la culture numérique, un lieu pionnier également, mais là où on trouve la satosphère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette satosphère? C'est un dôme de 18 mètres de diamètre dans lequel il y a un système de projection de 360 degrés et un système de son à vous transformer les oreilles en chou-fleur. Donc, c'est vraiment un lieu où l'expérience, on la vit. C'est un cocon multimédia qui, évidemment, se transforme au gré de la programmation. C'est un peu notre équivalent québécois de la sphère, hein, la sphère aux États-Unis. Celle de Las Vegas. Exactement, Las Vegas, mais à l'exception près que nous, notre satosphère, elle était là en premier, puisqu'elle a été créée en 2011 et ça a été un des premiers lieux d'expérience numérique. Donc, pour vous donner une idée de la programmation des choses, des émotions fortes que l'on peut vivre dans cette satosphère, il y a eu récemment l'artiste Molécule. Est-ce que vous connaissez Molécule, qui est un artiste français qui, lui, part dans des lieux complètement éclatés. Il est allé dans le Grand Nord. Il est allé enregistrer avec du matériel ultra sophistiqué des sons, des images. Et on a pu vivre à l'intérieur d'un iceberg, en fait, à l'intérieur de la satosphère. C'est incroyable. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans ce monde un peu de fou dont on parle. Il y a une expérience qui commence qui s'appelle Entre les rêves, Between Dreams, où ça va être un espace de repos collectif pour explorer les différentes phases de sommeil par une expérience inspirée des ondes cérébrales et des rythmes circadiens. Hein? Donc, à vivre, bien sûr. C'est dingue, on dirait des C'est aurores incroyable. boréales. C'est Oui. magnifique. Bien, c'est ça, en fait, le lieu se transforme, le lieu est carrément vivant. Et au terme de cette expérience qui dure quand même plusieurs semaines, il va y avoir une prestation de Bionic Harpist, donc qui est un harpiste, une harpe vraiment très originale et qui répond au doigt, mais de façon numérique, pendant 8 heures. Donc, pendant 8 heures, on va pouvoir assister à cette performance-là pour un climax de fin. Donc, allez voir ça, la Société des arts technologiques, la satosphère entre les rêves. Vive le Québec libre. Vive le Merci. Québec Et libre pionnier. et numérique. Et pionnier. Et en avance sur les États-Unis d'Amérique. Bien sûr. La claque de la semaine, Lauriane. J'adore cette idée de harpe bionique pendant 8 heures. C'est sûr qu'on va explorer les cycles On peut du y sommeil aller. circadien. Oui. Puis allez. Tu es allé très haut avec la satosphère. Nous, on redescend d'un étage et même peut-être de 2, puisqu'on va dans les sous-sols de Paris, l'une des plus grandes galeries du monde.
Eh bien, c'est juste sous le Louvre, dans le tunnel des Tuileries. Souvenez-vous, en 2016, ça avait fait grand bruit, la fermeture d'une partie des voies sur berge à Paris. Interdit aux voitures. Interdite aux voitures, exactement. Et donc, le tunnel des Tuileries s'est retrouvé emprunté pour la première fois par des piétons et des cyclistes. Et en 2022, coup de théâtre, l'association Artistique Réseau a fait un partenariat avec la mairie de Paris pour inviter des artistes, et notamment des street artistes, à se révéler sur les 860 mètres qui étaient disponibles de murs de ce tunnel qui relie du coup le Pont-Neuf et les Tuileries. On est juste sous le Louvre, sur les berges. Depuis, les artistes du monde entier se précipitent pour y faire des graffitis, des fresques. Ça change tous les jours. Pour ceux qui empruntent ce tunnel ou qui voudraient s'y rendre, c'est gratuit et c'est ouvert de 7h30 à 22h30 tous les jours de la semaine. Je trouve ça absolument génial d'avoir dans Paris, sous le Louvre, un endroit où on peut découvrir des choses et c'est comme un musée vivant finalement. Merci Lauriane. Margot, ta claque de la semaine? Moi, ma claque de la semaine, c'est une expo qui ouvre dans 3 jours au Grand Palais, qui est consacrée à Nan Golding. Je ne pouvais pas vous en parler. Nan Golding, elle est extraordinaire. Elle a 70 ans aujourd'hui et elle a révolutionné la photographie contemporaine. C'est vraiment une artiste de l'intime. Toute sa vie, elle a photographié ses proches, leurs douleurs, leurs joies, leurs peines, la banalité sublime du quotidien, parfois de façon très crue, comme quand elle se photographie alors qu'elle vient d'être tabassée par son mec de l'époque, ou qu'elle photographie ses amis décimés par le sida. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'Amérique des années 60, qui était vraiment ravagée par la drogue, la pauvreté, la violence, l'addiction aux opiacés. Et elle a documenté ça vraiment avec une rage de vivre et de montrer, mais toujours avec du sentiment. Ces photos, elles sont aimantes, elles sont vibrantes. Et puis c'est quelqu'un qui est de toutes les luttes humanitaires. Elle a été très engagée. Elle s'est attaquée notamment à une famille de mécènes richissimes aux États-Unis qui était derrière le laboratoire qui crée l'Oxycontin, qui est un antidouleur qui a rendu accro la moitié des États-Unis, dont elle. Elle les a combattus en justice. Elle a gagné son combat et elle les a fait retirer de tous les frontispices des musées, ce qui est extraordinaire. Voilà. Et donc l'expo raconte ça. Elle s'appelle This Will Not End Well. Ça finira mal. Je sais pas, mais en attendant, vive la vie et vive Nan Golding. Merci. Vous restez avec nous, Abdelmalik. L'actualité de la culture, c'est la Petite Galerie. Et comme chaque semaine, c'est signé Karim Rarbage. Bienvenue dans la Petite Galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec le fololo. Aujourd'hui, on suit un compte qui me tue de rire, celui du photographe américain Brian Cattell. Brian, c'est un artiste reconnu, il a plusieurs projets très sérieux, il sait faire des photos très léchées. Yes, c'est beau, mais il a aussi ce concept un peu plus fun. Il prend des visages en photo de très près, il imprime les photos, puis il les découpe et il assemble différentes parties de différents visages qu'il colle sur des masques. Et alors là, le résultat est incroyable, je vous laisse vous régaler. C'est parfait, Brian Cattell, c'est le fololo de la semaine. Et on continue avec l'Alu. Cette semaine, on vous présente Joana Vasconcelos, une artiste portugaise que j'adore et qui ne fait pas les choses à moitié. Joana, elle prend des objets familiers du quotidien et en fait des œuvres monumentales. Des casseroles deviennent une paire de talons géants, des jantes de voiture, une énorme bague et des téléphones sont transformés en pistolets XXL. C'est drôle, c'est brillant, c'est excessif, mais c'est aussi profondément revendicatif, comme avec ce méga chandelier réalisé en tampon hygiénique. Yes, un objet intime élevé au rang de symbole, malin. Et puis Johanna, elle fait aussi ces immenses structures en tissu suspendues dans l'espace. Parfois c'est figuratif, parfois c'est de la pure esthétique et on adore. Joana Vasconcelos, c'est l'Alu du jour. Et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente un artiste suisse complètement fou, Simon Berger. Simon, il dessine pas, il peint pas, il sculpte pas, il fracasse. Son médium, c'est une plaque de verre, son outil principal, un marteau, et avec ça, il crée des œuvres uniques.
incroyable, surtout qu'à première vue, Simon, il a pas l'air d'avoir de méthodo et qu'il y va à l'instinct, mais en réalité, chaque impact, chaque brisure est un détail chirurgical d'une technique ultra maîtrisée. Transformer un acte de destruction en œuvre d'art, ça, c'est une vraie dinguerie. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Abdelmalik, on va voir apparaître la statue d'un homme qui est devant l'Assemblée nationale. C'est Colbert, l'auteur du Code noir, celui qui régissait le statut des esclaves. Certains le félicitent parce qu'il a fait des noirs des personnes et qu'il leur reconnaissait une âme. Malgré tout, il y a un article, l'article 34, Exactement. 99, Complètement, qui fait des personnes esclaves des meubles. Des meubles. Des meubles. Et c'est problématique, j'ai envie de dire. Et en ce plus sens... que problématique. Ah bah oui. Mais c'est fou de se dire qu'il y a un article qui a existé dans le droit français 34-99. Ouais, et c'est un encore article qui faisait des noirs des hommes meubles. meubles complètement. Et c'est aussi comment dire, c'est aussi fou. Je ne vais pas dire encore plus fou, mais qu'aujourd'hui, en 2026, le code noir n'ait pas été formellement abrogé. C'est problématique dans le sens symbolique. J'ai envie de dire, on peut pas dire liberté, égalité, fraternité et laisser comme ça un document. Évidemment, de fait, l'esclavage a été aboli, donc de fait, le code noir est... Mais quand même, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Et le fait que si notre pays dit à un moment donné, ben, on va l'abroger, même symboliquement, ça veut dire aussi l'intention de notre pays, où on va. Et que cette idée égalitaire, c'est pas juste un concept, que c'est quelque chose de concret. L'idée de fraternité, c'est pas juste... Et pour moi, c'est important. Et donc, c'est l'un des combats que je livre aussi avec ce film. Bande annonce. Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. Mais j'ai le droit de circuler librement, il fallait demander au procureur du roi. Silence. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Et ça fait donc référence à cet article du Code noir. Il y a ces mots rappés qu'on entend au tout début du film. Songez-y, hommes blancs, voyez ce que vous nous faites, mes frères, mes sœurs. Fursi est un exemple pour nous. Un exemple de combat pour l'égalité. Mais qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu au point de dire « Fursi, c'est moi » ? Précisément, quand j'ai lu le livre de Mohamed Aïssaoui, donc l'affaire de l'esclave Fursi, je me suis rendu compte que s'il n'avait pas appris à lire et à écrire, rien de tout ça n'aurait été possible. Oui. Et moi-même, finalement, venant d'un quartier populaire, avec tout ce que ça implique, etc., si je n'avais pas été introduit au savoir, à la culture... c'est venu comment d'ailleurs ? C'est une longue histoire, on a le temps ? En tout cas, bien sûr, pour vous écouter. Non, mais prenons le temps. C'est venu parce que j'ai rencontré des enseignants incroyables et puis surtout, il y a une enseignante qui voit quelque chose en moi et qui fait des pieds et des mains pour que précisément je puisse avoir un parcours scolaire normal. Oui. Et je l'ai in fine. Et en ce sens-là, l'éducation m'a permis de transcender ma condition. Et c'est précisément, évidemment, la comparaison est toute relative, mais Fursi, précisément, l'éducation permet de transcender sa condition d'esclave et de devenir l'homme qu'il doit devenir. Et en ce sens-là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Fursi, c'est moi, et je dois raconter. Et pour l'ordre établi, un esclave qui sait lire, c'est un homme dangereux. Exactement. Et c'est en ce sens-là où je parlais de combat tout à l'heure. Et ce qui est terrible, c'est que dans le film, Vincent McCain, qui joue le propriétaire de Fursi, il a finalement pas tellement l'impression de faire quelque chose de mal. C'est ça qui est scotchant. Il a l'impression d'être gentil. Vous parlez des gentils propriétaires, gentils maîtres de la Réunion, mais il a aucune conscience de ce qu'il fait. Ouais, mais c'était important de montrer ça pour qu'on ne soit pas aussi dans quelque chose qui soit anachronique, qu'on regarde pas avec notre regard du 21e siècle, mais de comprendre que pour eux, c'était une normalité. L'esclavage était légal. Donc lui, il se dit, je t'ai bien traité, je comprends pas. Et c'était important de montrer ça. Et pour moi, ça voulait dire aussi comment la détermination de Fursi,
Comment Fursi, il va pas se laisser faire d'une certaine manière, mais de toutes les manières, pas juste le système ou pas juste physiquement, mais par aussi une emprise presque psychologique. Et c'est là où son combat devient exemplaire, même pour nous aujourd'hui. Abdelmalik, vous venez du rap. Votre premier album solo est sorti il y a plus de 20 ans. Et en parallèle du film Fursi, en fait, vous avez sorti justement un album qui s'appelle Fursi Héritage, qui est inspiré par cette histoire. Il y a des morceaux avec Youssoupha, Matteo Falcon, soprano, et puis aussi la nouvelle génération, Benjamin Epps ou Just Chani. Pourquoi vous avez fait appel à eux et comment est née cette œuvre collaborative finalement ? Pour nous, c'était important parce que le rap, c'est la poésie d'aujourd'hui, c'est la poésie engagée d'aujourd'hui. Il y a Oxmo également. Il y a Oxmo, bien sûr, il y a Mac Taylor, il y a Lino d'Arsenic. L'idée, c'était de dire comment on va se mettre tous ensemble et parler de ça, parler des thématiques qui sont finalement les thématiques que nous autres rappeurs, on aborde de manière générale. Mais là, restaurer cet esprit du collectif. On se met ensemble autour d'un sujet et on en parle. Il y a beaucoup de colère. Parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose de cathartique. Dans un premier temps, il faut qu'on puisse se purger d'une forme de colère. Mais on ne peut pas faire projet de la colère. On ne peut pas construire sur la colère. Mais on doit se purger de ça nécessairement. Et en parler, ça permet ça aussi. On parle de colère, on parle de musique. Sur votre premier album qui s'appelait Le Face-à-Face des cœurs, sorti en 2004, vous avez écrit ceci, je ne vais pas le chanter pour le bonheur de tous, là. Vous avez écrit « La musique, l'écriture et l'art, de manière générale, sont des moyens de visiter notre maison intérieure. » Donc, c'est un peu votre définition de l'art. Comment se porte votre maison intérieure aujourd'hui? Est-ce que la couleur des murs a changé? Ça évolue, elle se porte plutôt bien parce qu'on travaille tout le temps. Chaque jour, on revient, on regarde, on voit si tout va bien, s'il n'y a pas des toiles d'araignée ici et là, des fissures, etc. On travaille. Si les fondations sont solides, on les renforce. Si les fondations sont solides. Complètement. Restez avec nous, Abdelmalik, direction le musée du Luxembourg à Paris à la rencontre de la peintre Leonora Carrington. Alex Vizorek vous dit tout. Voici le Viseur Expert. Et aujourd'hui, Leonora Carrington. La voici sur un autoportrait à l'auberge du Cheval du Matin. Et c'est là qu'on voit qu'elle est beaucoup plus douée en peinture qu'en coiffure. Regardons maintenant l'un de ses chefs-d'œuvre, Green Tea. Et franchement, si vous voulez mon avis, il n'y avait pas que du thé vert dans la tasse. Vous l'aurez compris, Leonora Carrington est surréaliste. D'ailleurs, elle a partagé un temps la vie de Max Ernst, qui occasionnellement lui servait de soutien-gorge. Autre tableau, le bain de l'oiseau. Et là, vous vous demandez très certainement, mais pourquoi donner un bain à un oiseau? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. Regardez l'oiseau. Lui aussi, il se demande ce qu'il fout là. Et enfin, Spider, l'araignée. Quoi de mieux qu'une araignée pour faire une belle toile? Rendez-vous donc au musée du Luxembourg pour voir la britannico-mexicaine Leonora Carrington. Mexico. Merci Alex Vizorek. Nous avons le bonheur maintenant d'accueillir Abdelmalik, un personnage légendaire, un vrai génie. C'est notre deuxième invité. Son portrait d'Arthur Rimbaud a fait le tour de la planète. On lui doit des collages extrêmement forts du cinéaste et écrivain Pasolini. 70 ans qu'il place la mémoire au cœur de ses dessins et la grande tradition de l'art aussi. Mais d'abord, son portrait en 3 mots. Ernest Pignon-Ernest par Damien Cabrespine. Ernest Pignon-Ernest en 3 mots. Mot numéro 1, légende. Ernest Pignon-Ernest est une légende de la rue, un pionnier de l'art urbain, un créateur d'images éphémères à la fois saisissantes et impactantes. L'inscription de mes images dans les lieux vise à travailler les lieux plastiquement, mais à les travailler aussi au niveau de leur potentiel symbolique. En 1978, il colle dans les rues une œuvre qui devient instantanément culte. Son portrait du poète Arthur Rimbaud entre dans l'imaginaire collectif. Rimbaud, c'était aussi bien Dylan, Kerouac, James Dean. Vous voyez, je veux dire, c'est une image d'une jeunesse qui vient poser des questions. Mot numéro 2, humaniste. Ernest Pignon-Ernest est un artiste humaniste. Son travail bouscule les passants, ses choix de sujets ne sont jamais anodins. Si j'avais une critique sur la société d'aujourd'hui, c'est vraiment cette espèce d'amnésie
générale. Avec ses collages grandeur nature, Ernest Pignon-Ernest dénonce les inégalités sociales, interroge notre histoire collective et met en lumière les injustices du monde. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, quoi. Et enfin, mot numéro 3, rue. En 2021, Ernest Pignon-Ernest est entré à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Merci de faire entrer avec moi les rues du monde. De Venise à Pékin, de Naples à Munich, son travail est aujourd'hui unanimement salué. Ernest Pignon-Ernest a démocratisé l'art en s'emparant des rues du monde entier. J'essaie de faire de la rue une œuvre d'art. Merci Damien Cabrespine. Ernest Pignon-Ernest est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour. Un éternel jeune homme qui rencontre un autre jeune homme, Ernest Pignon-Ernest. Vous disiez bravo à Abdelmalik en arrivant ? Je sais qui il est, mais voilà. Ouais. Non, bien sûr. Mais nous aussi, on a envie de vous dire bravo, honneur, légende, rue. Ça résume quelque chose de votre vie ? Oui, je n'avais pas vu avant, je découvre. Ouais. Merci. Oui. Vous avez rendu visible, vous rendez visible ce qui ne l'est pas, et souvent dans des lieux où on ne s'y attend pas. Alors il y a cette silhouette d'Arthur Rimbaud, cette silhouette qu'on peut croiser aux quatre coins du monde. Ça fait 50 ans. Ouais, je fais ça en 50 ans. 17, 18. Oui, voilà, mais pourquoi lui ? Et pourquoi cette silhouette-là ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ce jeune homme, c'est le tout jeune Arthur Rimbaud. C'est avant qu'il ne quitte la poésie, qu'il ne commence à vendre des armes et des esclaves à Aden. Il est plus que ça, quoi. Il incarne. C'est le poète d'une civilisation qui n'est pas encore arrivée, quoi. Vous voyez, il est en avance. Il bouleverse tout. Les mœurs, l'écriture. On ne peut plus écrire de la même manière après. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, après, bien sûr, on sait qu'il a vendu des armes et tout ça. Mais c'était un voyou déjà quand il arrive à Paris. Hein. C'est vrai. C'est déjà un voyou. Ça fait 60 ans que vous cherchez, je vous cite, à réactiver la mémoire des lieux. Les lieux ont une mémoire, il y a une amnésie volontaire que vous cherchez à réparer avec vos collages, vos installations. Réparer, je ne sais pas si c'est ça. J'essaie de réactiver, de réinscrire l'histoire, réinscrire l'histoire humaine dans les lieux. Oui. Faire remonter. Vous savez, avec ce qui se passe ici dans notre pays, on voit que l'amnésie, c'est vraiment la barbarie. Les gens oublient vite. Vous voyez, ce qui risque de nous arriver dans quelques mois en France, ça témoigne d'une espèce d'ignorance. Les gens ne lisent pas, n'écoutent pas, ne suivent pas l'histoire. Oui. Mais parfois, ils voient, et au détour d'une rue, puisque pour vous, le plus beau musée du monde, ce sont les rues, et parfois des rues insalubres, des ruelles, des endroits improbables. On peut avoir un résumé de votre travail dans ce livre qui a été publié et qui vous est consacré. Si vous voulez, je vois les images. J'essaie de saisir les lieux ou les événements. J'essaie de les choper, de les appréhender à la fois en peintre ou en sculpteur. Je veux dire que j'essaie de comprendre l'espace, la texture, les couleurs, comment la lumière y vient. Donc j'essaie de saisir à la fois tout ce qui se voit dans les lieux, mais je travaille surtout ce qui ne se voit pas ou ce qui ne se voit plus. Et vous faites de nous des regardeurs. Le mot est génial. Des regardeurs critiques. Abdelmalik, magnifique. C'est magnifique de faire de nous des regardeurs critiques. Regardeurs critiques, oui. C'est-à-dire, j'élabore mes images à partir de cette appréhension des lieux. Et je viens l'inscrire dans les lieux de manière à ce qu'ils viennent les révéler, exacerber le potentiel poétique, symbolique, histoire des lieux, le faire remonter à la surface de l'enfoui. Par exemple, en 2015, ça se passe en Italie avec Pasolini. Pasolini, c'est immense cinéaste. C'est une référence. Oui, mais personnage sulfureux, qui porte personnage scandaleux. Pardon ? Qui porte sa propre dépouille. Là, oui, j'ai fait une image. C'est d'ailleurs quand je me suis rendu compte qu'il y avait 40 ans qu'il avait été assassiné, je me suis dit, c'est comme si on n'avait pas écouté sa leçon. Il nous a prévenus, vous savez, dans les écrits corsaires, dans ses écrits corsaires surtout, mais dans ses poèmes, dans ses films, il nous annonce cette espèce de
de recul anthropologique, culturel de la société. Il nous dit ça. Voilà. Il nous annonce tout ça. Et quand j'ai fait cette image, c'était un peu ça. C'est comme s'il arrivait en disant « Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ?» Vous créez d'abord l'image, vous conceptualisez cette histoire que vous souhaitez raconter et ensuite vous trouvez le bon lieu pour la raconter. C'est un peu simultanément, quoi. Vous voyez, je connais les lieux qui hantent son œuvre, les lieux qui sont importants pour sa vie, pour sa mort. Voilà. Et je fais l'image. Mais je veux dire, mon matériau, c'est autant le lieu que mon dessin. Voilà. Tout est bâti sur une espèce d'interaction de cet ordre. Vous voyez, voilà. Abdelmalik, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est fabuleux, c'est inspirant. Mais encore une fois, ça me fait penser encore une fois que l'artiste est plus que jamais fondamental dans nos sociétés aujourd'hui et maintenant, et précisément pour que on se souvienne, et j'ai envie de dire qu'on se souvienne qu'on est des êtres humains en fait. Et ce qu'il dit là est fabuleux. Et je voulais vous dire ça, c'est que les poètes, comme j'ai besoin d'images et des besoins d'incarner les choses, les poètes permettent ça souvent. Quand il y a la conjugaison à la fois de l'œuvre et du destin. Ouais, c'est le cas pour Pasolini. Vous voyez, il y a une œuvre. Un temps, c'est son assassinat. L'œuvre et le destin. Daroué, Pablo c'est Neruda. La Palestine. J'ai travaillé au Chili, l'image de Pablo Neruda. Il incarne son peuple. Il y a une poétesse allemande qui s'appelle Srimater qui dit « Les poètes font leur pays ». Elle dit « Que serions-nous du Chili sans Pablo Neruda ?» Vous voyez, je veux dire que voilà, il y a cette idée. Et donc, je me suis saisi des images de poètes comme ou Robert Desnos, Nerval, vous voyez, voilà. Oui. Comme je ne suis pas croyant, je n'ai pas de saint pour incarner les valeurs, je prends des poètes. Voilà. Robert Desnos, immense poète, résistant, mort en déportation. Mort à Thérésine. Vous restez avec nous, Abdelmalik et Ernest Pignon. Ernest, nous avons la chance d'avoir avec nous l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. Et régulièrement dans l'émission, il nous fait voir les dessous d'une peinture en 5 minutes chrono. Bienvenue Hector, et pour une fois, tu nous parles d'un artiste vivant. Oui, vivant. Je ne suis pas que historien d'art, je suis aussi critique d'art. La différence, c'est que le critique d'art, c'est un historien qui s'occupe de son époque. Or, à mon époque, c'est-à-dire dans les années 80, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de peinture. Il n'y avait pas beaucoup de peinture parce que d'autres formes d'art étaient prises sur le devant de la scène, l'installation, des choses plus conceptuelles, etc. Il y avait très peu de peintres. Dans les années 80, ceux qui avaient mon âge s'appelaient Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Robert Combas. Mais celui que je préférais, et c'est l'histoire de ma vie que je vous raconte, ce soir, cet après-midi, c'est François Boiron. Et il faisait des graffitis comme d'autres font des graffitis, un peu plus doux que les autres. Là, vous voyez un tourne-disque, un peu design. Là, vous voyez un graffiti d'un visage, un peu simpliste, mais pas violent, avec une ombre sur le visage, ce qui est très rare pour un graffiti. Il n'y a pas d'ombre sur les graffitis, c'est des têtes de mort, des pistolets, des mitraillettes, rien d'autre en général. Et puis tu continues, et je voyais tout d'un coup ce peintre qui faisait des choses un peu signalétiques comme ça, avec des signes de tout. Ici, vous avez comme un logo, alors que ce sont les tours jumelles de New York. Là, vous avez la Tour Eiffel, là, vous avez Paris, là, vous avez New York et Paris, là, la nuit, là, le jour, et là, il y a même un couple. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un couple? Un couple qui s'embrasse. En effet, il y a un visage. Si je cache ce visage-là, il y a un visage d'homme qui est comme ça, et là, il y a un visage de femme qui est de l'autre côté, qui forme lui-même un double visage, qui fait que les deux personnes s'embrassent. Bref, il y avait quelque chose de sentimental que j'aimais beaucoup parce que ça n'allait pas avec la culture punk du graffiti. Et je continue. Et il faisait ça en 1984, en 1985, il fait la mer, il fait la montagne, il fait des choses qui sont encore des logos. Un tire-fesse, un skieur avec le sapin, la trace de ses skis. Et vous voyez que seulement avec du rose et avec du bleu, il crée le blanc de ce que c'est la neige. En effet, ce que j'aimais, vous voyez, c'était son trait. Il a un trait qui est doux, qui est rond et qui est lent. C'est-à-dire que ce trait-là, il ne va pas bouger. Et pourtant, l'œuvre va bouger. Donc, passons de 85 à d'autres années. Et à peine là, je commençais déjà en tant qu'amateur de peinture, parce que finalement, j'ai découvert la peinture en même temps que lui, à kiffer. Oui, il n'y a pas d'autre mot. En effet, qu'est-ce que c'est ça? C'est le logo d'un paysage. Un paysage qui est comme sous cloche, n'est-ce pas? Exactement comme un village sous un truc de verre où vous bougez, ça fait de la neige. Bon, bref. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans le côté ligne claire, le côté BD, le côté graphique du paysage, il y a un peu des allées de peinture bleue sur un fond blanc un peu mal fait, vite fait, et qui commence déjà à être le début de ce que j'appelle la peinture, parce que déjà c'est une façon de signaler l'écume de l'eau.
Et ça commence à devenir pictural. Tu continues encore. Alors oui, c'est pas mal. C'est un poète des objets. Il fait un sèche-linge, là, un peu mécanique, si j'ose dire, avec les mêmes... Vous savez comment on fait un sèche-linge? C'est un câble qui est engancé par un truc en plastique blanc et qui fait que le trait reste droit tout en étant rond et arrondi. J'y reviendrai. Et puis, commencer vraiment en 93, donc c'est 13 ans plus tard, n'est-ce pas, de la peinture au sens classique du terme, au sens où c'est de la peinturlure. Là, une devanture de magasin de pharmacie avec des tas d'affiches de cette époque, mais qui n'ont pas bougé aujourd'hui. Ça, c'est une peinture, Hector. Ça, c'est une peinture sur carton, avec un jus et 2 crayons, un rouge et un bleu, continuent ensemble. Et puis là, ça devient de la vraie peinture. Les gens disent c'est une photo. Non, c'est pas une photo. Tu vois très bien que c'est pas une photo. Si je fais un zoom là-dessus, vous voyez bien que c'est pas photographié. Vous voyez bien ce tag là, il est merveilleux ce tag. Parce que dans la réalité, un tag sur un camion blanc, vous n'avez pas envie de l'avoir chez vous. Il va vous baucher la vie. Et là, tout d'un coup, ça devient beau parce que c'est Boiron. Et même, je dirais même plus, on voit que c'est peint parce que vous voyez, il y a juste 2 traits. Un trait clair, un trait foncé qui fait l'ondulation de la tôle. Et là où ça dépasse le graphisme et où ça devient de la peinture, c'est quand je vais sous les roues. Parce que sous les roues, il se passe quelque chose. Quel graphique va te peindre les trucs qui se passent sous les roues? C'est ça qui est beau. Et c'est là où je commençais à kiffer de chez kiffer. Et je continue au tableau suivant. Montre-moi le tableau suivant. En gros, il a mis 20 ans à savoir peindre. Parce qu'en gros, on arrive à des gens qui ne sont que autodidactes, comme Keith Haring, sauf que lui, il a évolué. Keith Haring, il est mort, c'est un autre problème. Mais donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais regardez même ce tableau qui représente une vue de Genève, avec un faux moulin rouge parisien, mais qui se trouve à Genève. Vous voyez ici qu'il y a le reflet. Vous le voyez, le reflet, dans son trait blanc, dont j'arrête pas de dire qu'il est doux, qu'il est rond, etc. Vous voyez le reflet d'un arbre. Et tu descends pas, et là, vous voyez comment il a l'élégance de la manière dont il fait des traits blancs, des traits droits. Là, c'est un truc de Crazy Horse ou je sais pas, de nightclubbing ou de trucs de porno, sexe. Enfin, c'est un truc d'une vulgarité intense qui, sous le pinceau de Boiron, est d'une élégance sans précédent. J'ai pas fini. Et là, tu continues. Et là, quoi de plus laid qu'un panneau de coke? Je suis désolé. Un panneau de coke, ça te bouche la rue de Rivoli. Ça te met une publicité pour les soutiens-gorge au bas devant ta gueule. Alors que là, c'est juste merveilleux. Ça devient une présence féminine qui règne dans Paris et qui fait que vous avez ici, non pas la perspective de la rue en question, mais vous avez le reflet de la rue qui est derrière vous. Ce qui fait que l'un s'en chasse dans l'autre. Et puis, il continue, il commence à être un peintre réaliste. Un peintre réaliste de chez réaliste où là, il est un peu parti dans ses songes incroyables. Il doit avoir trop fumé ou trop vapoté ou j'en sais rien, il se déguise, on est dans un peinture de déguisement, en plus il se déguise en pompier, je sais même pas pourquoi. Regardez le passage, on est passé de là à là. Est-ce qu'il a changé pour auto? Eh bien oui, il a changé sans avoir changé, et là il a changé. C'est pour ça que j'en arrive à son exposition qui a lieu seulement dans une semaine, je crois, rue Chapon à Paris, vas-y. Et là, il ose le plus beau, c'est-à-dire les choses qui sont des clichés. Il y a un côté romérien, il y a un côté lelouchien à oser peindre Paris avec sa tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel. De loin, vous allez me dire, c'est une carte postale. Mais t'as qu'à le regarder, le Mont Saint-Michel. Regarde de près, regarde comme c'est beau, ces reflets-là, comment c'est puissant, comment c'est pictural, continue. On dirait des petits hôtels de Monopoly, là, dont on joue pour faire. Regardez la peinture que c'est. Là, on sent que le type, il essaye de faire en sorte que le cliché retrouve la poésie de l'image qu'il avait perdue. C'est pareil pour Paris. Si vous regardez cette vue de Paris, 3 mètres de long, un très beau tableau, continue encore, montre-le-moi de face. En plus, la tour Eiffel, c'est pas si facile à peindre. La tour Eiffel, c'est de la dentelle quand on commence à la peindre. Vas-y, continue, monte là-haut, tu vas voir. On voit même l'esplanade des Invalides qui est là. Je vous compare une tour Eiffel peinte quelque chose comme 35 ans plus tôt. Bon, est-ce que vous retrouvez le même trait? Moi, je le retrouve. Je trouve la même douceur, je trouve la même générosité, je trouve le même courage du cliché. Et c'est pour ça que j'adore Boiron. Et je continue avec le plus beau. Parce que là où c'est le plus beau, c'est quand tu oses faire non plus les clichés, mais même une centrale nucléaire. Quand c'est pas par Boiron, c'est tellement beau que moi-même, je voudrais avoir un appartement en face de cette centrale nucléaire. Monte là-dedans, quand tu vois. Vous voyez, je ne rigole pas. Regarde comme c'est bien fait. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est poétique à regarder. C'est pourtant qu'une centrale nucléaire. Et regarde comment c'est là-bas, comme le travail qu'il a fait là, qui dépasse n'importe quel truc de hop art qu'on puisse imaginer. Et je répète, regardez-moi cette centrale nucléaire, monte là-haut, et tu vois quoi là? Eh ben tu vois que l'endroit où on pourrait louer une maison pendant les vacances. Je terminerai sur le dernier, celui où il a osé le maximum, c'est-à-dire la carte postale Yvon de Avoriaz 1800. Regarde le chef-d'œuvre que c'est, je suis désolé. Rentre dans la carte postale, et là je vois quoi? Je vois déjà qu'il a évolué dans son style, c'est-à-dire que là, il doit y avoir une quinzaine de blancs différents pour rendre le truc. Vous voyez là même comment il rend l'architecture vaguement Bauhaus là, de l'endroit
l'endroit où on prend ses forfaits, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la station en question. Et puis tu continues encore, et tout est comme ça. Et je terminerai par le dernier plan, celui où il est le plus fort, celui quand il représente des pylônes, il en fait des jouets qui sont des cadeaux de Noël pour l'œil. Regarde, continue ton travelling, va aux autres endroits. Il n'y a pas un endroit où je m'ennuie dans un tableau pareil. Rien qu'avec 3 traits comme ça, il te fait le pylône en question. C'est-à-dire que finalement, il est où le génie de Boiron? Il n'est pas seulement parce qu'il a changé de style, c'est qu'il a changé de style sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire que seulement en 40 ans, il changeait tous les ans, tous les 2 ans, un petit peu, d'un degré. Et à la fin, on arrive juste à angle droit. Il a fait juste le contraire de ce qu'il avait fait au tout départ. Mais on reconnaît toujours sa touche, qui est à la fois lente, douce et ronde. C'était Boiron que j'ai accompagné toute ma vie. Génial. Merci Hector Obalk. François Boiron, pour voir Hector sur scène, ça se passe tous les lundis au Théâtre Libre à Paris. François Boiron, vous l'avez connu ? Oui, c'est un ami. Il y a un peintre qui a énormément influencé votre travail, votre œuvre, votre imaginaire, c'est Pablo Picasso. Ouais. Mais c'est quel Picasso ? Parce que moi, j'ai eu le sentiment qu'après lui, on ne pouvait pas plus peindre. Quoi. Qu'il a, je veux dire que... On aurait pu penser que vous avez découvert Pablo Picasso dans un livre d'art très pointu, mais si je ne me trompe pas, c'est vers l'âge de 12 ans, coup de foudre, en feuilletant les pages du Paris Match quand même, comme quoi l'art est partout. Je ne vivais pas dans un milieu cultivé, quoi, vous voyez. Mais je dessinais le pont de mon village, j'habitais sur le port à Nice, je dessinais des barques comme des cartes postales. Et puis là, je découvre Picasso qui fait les portraits de cette fille extraordinaire, un peu, vous voyez. Et puis il y a 20-30 portraits, il y en a qui sont dessinés comme Ingres, et puis il y en a qui explosent de couleurs, de vie, d'invention et tout ça. C'est là que je découvre que l'art va exacerber la vie, quoi. Messieurs, vous restez avec nous. L'émission se termine en général par un moment où on ralentit le rythme et où on prend le temps de la contemplation. Direction le musée Marmottan-Monet, Abdelmalik, à Paris, pour découvrir un chef-d'œuvre de la peintre impressionniste Berthe Morisot. Ça s'intitule Au bal. Vous allez voir, c'est fascinant. Au bal de Berthe Morisot. Merci les amis, merci infiniment à tous les deux d'être venus dans la Grande Galerie francophone. Abdelmalik, il y a donc Fursi, Né libre, disponible en VOD et cet album extrêmement fort et qui est véritablement une source d'inspiration. Fursi, Héritage. Ernest Pignon-Ernest, merci. Donc votre exposition Ombre de Naples sera visible du 23 mai au 1er novembre à Carpentras, dans un musée que vous aimez. Ah oui, beaucoup. Ouais, c'est un musée magnifique, l'Ingebertine. C'est dans cette région que j'ai commencé à travailler et je vais y montrer ce dont on a parlé tout à l'heure, tout mon travail qui s'est développé sur la ville de Naples. Eh ben génial. Merci les amis, merci à vous de nous avoir accompagnés. Quant à nous, on se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur les réseaux sociaux, à suivre sur TV5 Monde les 64 minutes. Charlie, on va se quitter. Tu avais envie de finir avec une improvisation autour d'une œuvre d'Ernest Pignon-Ernest qui te touche particulièrement. Oui. La voilà, cette œuvre, c'est une œuvre hommage à Pier Paolo Pasolini. Avec toute la bande, on vous dit à la semaine prochaine. Charlie, c'est à toi. Voyons ce qu'on peut en faire.
Bravo Charlie et merci. Au revoir à tous.